travaille sur le sujet de l'endométriose depuis presque une dizaine d'années. On pose souvent la question pourquoi. C'est parce que j'ai travaillé dans un centre thermal spécialisé en gynécologie, Chalaiseau en Savoie, qui malheureusement a fermé l'an dernier pour faillite à cause de Covid. Et on était les plus réputés en France pour la gynécologie, le thermalisme. C'est bien dommage, mais c'est ce qui m'a amené à me pencher sur l'endométriose. Par hasard, en fait, je suis tombé dedans comme ça, on va dire. À l'origine, pour trouver des solutions pour les curistes atteintes d'endométriose, donc j'ai fait des recherches sur la nutrition, on va dire. Alors que j'avais déjà fait des recherches avant sur d'autres pathologies féminines, et ce qu'on pouvait faire en nutrition. Et c'est ceci qui m'a amené à travailler de plus en plus sur le sujet, à écrire le livre « L'alimentation anti-endométriose ». Et voilà, de fil en aiguille, je me retrouve ici pour faire cette petite conférence. Alors je parle beaucoup trop, donc Nadia, il faudra me rappeler à l'ordre si je déborde. Voilà. Et le sujet, c'est où en est-on en 2024, c'est-à-dire est-ce qu'on a progressé en termes d'études, en termes de reconnaissance, particulièrement dans le domaine de la nutrition. Alors, pourquoi l'alimentation et la micronutrition pour une pathologie qu'on dit gynécologique? La raison, c'est que la nutrition va pouvoir agir sur des facteurs qui jouent un rôle essentiel dans le développement et la progression de la maladie. Alors, l'inflammation, vous devez le savoir, l'endométriose est une maladie inflammatoire, mais également, ce qui est très important de connaître, c'est que l'inflammation elle-même augmente l'endométriose. C'est-à-dire, l'endométriose augmente l'inflammation augmente l'endométriose, ça fait un cercle vicieux. Or, on peut agir avec l'alimentation sur l'inflammation. Le stress oxydatif, alors pour expliquer simplement ce que c'est quand le corps, quand il y a trop d'oxydation dans le corps, trop de rouille cellulaire, si on pourrait dire, par rapport à la capacité antioxydante du corps, et le corps n'est plus en mesure de la neutraliser, et on a des dégâts oxydatifs, d'oxydation dans le corps, et c'est extrêmement présent dans l'endométriose. Et là aussi, les radicaux libres, qui font le stress oxydatif, favorisent le développement de l'endométriose. Donc l'endométriose est une maladie dans laquelle il y a beaucoup d'oxydation. Ça peut se voir aussi avec des marqueurs sanguins, ça a déjà été mesuré. Mais les radicaux libres, qui sont les vecteurs de cette oxydation, augmentent l'endométriose. Or, il est tout à fait possible d'avoir une alimentation antioxydante qui corrige ce paramètre. Ensuite, les hormones et les perturbateurs endocriniens. Ça également, je ne vous apprends rien, l'endométriose est une maladie hormonodépendante, œstrogénodépendante, donc dépendante des œstrogènes. Ça, je précise que c'est très important aussi de savoir. Dans l'endométriose, il y a une hyperœstrogénie, un excès d'œstrogène, mais même si ce n'est pas visible dans la prise de sang, si vous faites par exemple un bilan hormonal de fertilité, par exemple, c'est dans l'endométriose elle-même qu'il y a trop d'endométriose. C'est-à-dire vous pouvez avoir des ovaires qui sont un peu affaiblis par l'inflammation et l'oxydation, ce qui peut aboutir à une hypofertilité. Et donc, on peut peut-être voir à des taux hormonaux qui ne sont pas extraordinaires, mais dans l'endométriose elle-même, vous avez beaucoup trop d'œstrogènes qui sont fabriqués dans le tissu endométriosique in situ, un peu comme si c'était une matière, un tissu qui vit sa propre vie et qui fait ses propres œstrogènes localement. Ça, c'est très important à savoir pour pas qu'il y ait confusion. Or, on peut agir sur les hormones avec l'alimentation et on peut aussi agir sur les perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules qui ressemblent, on va dire, structurellement à des vraies hormones, mais sans en être. Voilà. Les perturbateurs endocriniens qui sont impliqués dans l'endométriose, ce sont des xénoœstrogènes, des sortes d'œstrogènes entre guillemets qui n'en sont pas, étrangers au corps et qui vont mimer l'effet des hormones et qui vont avoir un rôle dans le développement de l'endométriose. Or, on peut agir sur l'exposition aux perturbateurs endocriniens en consommant certains aliments ou en évitant d'autres. Voilà. Je pourrais faire 2 heures de conférence sur chacune de ces parties, mais bon, ça va être trop long. Et les intestins. Alors, les intestins, c'est aussi très très important. À l'origine,
comme comment dire, facteur de développement de l'endométriose, les intestins pourraient jouer un rôle. On a par exemple des femmes atteintes d'endométriose qui, avant d'avoir un diagnostic, même avant peut-être d'avoir des symptômes d'endo, avaient mauvaise digestion, troubles intestinaux, de l'asthme, de l'allergie, des rhinites, ce genre de choses. Il y a un terrain qui pouvait être présent avant, notamment inflammatoire et intestinal, qui joue un rôle dans le développement de l'endométriose. C'est un facteur probable. Et à côté de ça, même s'il n'y a jamais eu de troubles intestinaux avant, l'endométriose, au bout d'un moment, finira par développer des problèmes intestinaux, le fameux syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire que le terrain inflammatoire de l'endométriose va modifier l'écosystème intestinal, va modifier la flore, le microbiote, et va aboutir au bout d'un moment à des troubles intestinaux, c'est le fameux endobélie, le ventre qui gonfle par exemple, vous connaissez toutes j'imagine. Et donc l'intestin, on peut agir dessus par plein de choses, et parce qu'en fait on a découvert des liens bidirectionnels, c'est-à-dire l'endométriose favorise les troubles intestinaux et un écosystème intestinal déséquilibré joue un rôle dans le développement et la progression de l'endométriose. Voilà. Donc toutes ces choses-là, l'alimentation permet, et la micronutrition permet d'agir dessus. Alors, première partie, c'est la nutrition. Alors, un petit point sur ce que font les femmes dans le monde, on va dire vraiment au sens large, par rapport à l'alimentation. Je ne parle pas de recommandations officielles, je parle bien de ce que font les femmes d'elles-mêmes dans l'autogestion de la maladie. Donc, parmi toutes les, on va dire, les outils qu'ont les patientes, l'alimentation en fait partie pour l'autogestion. Ça pourrait être également le yoga, la kiné, le sophro, l'ostéo, mettre du chaud dessus, enfin, etc., plein de choses. Et l'alimentation fait partie, on va dire, des thérapies alternatives, même si le mot thérapie ne va pas être admis. Mais en tout cas, ça a été vérifié dans différentes études qui sont plus des études sondage d'ailleurs. Ce pas des études qui font office de preuve, mais on a des études en Suède, aux Pays-Bas, en Australie, en Italie récemment, qui nous montrent que les femmes dans l'autogestion, qu'est-ce qu'elles font? Elles changent leur alimentation. Alors, en quoi ça consiste? Bon, j'imagine que vous connaissez déjà tout le sujet, mais ça consiste naturellement à avoir une alimentation plus naturelle, faite maison, riche en fruits et légumes, faible ou sans gluten, ce qui est le bon endroit pour en parler, sans produits laitiers, sans sucre ajouté, sans alcool et parfois sans soja. Je reviendrai sur ces points. Alors, pas de recommandations officielles. Pourquoi? Parce que les preuves, c'est juste après, voilà. Alors, les preuves ne sont pas absentes, mais jugées insuffisantes, et parfois contradictoires aussi. Mais en fait, il y a beaucoup d'études dans ce domaine-là, je vais vous les présenter, mais qui ne sont pas jugées par la communauté médicale pour être suffisamment importantes pour donner des recommandations. Il n'y a aucune recommandation de la HAS pour l'alimentation. Et ça, c'est très important de savoir, parce que vous aurez deux sons de cloche. Moi, je vais vous parler de ça, puis vous en parler à votre gynécologue, sauf si vous avez déjà vu des grands spécialistes de l'endométriose, mais si une patiente atteinte d'endométriose va voir son gynéco qui n'est pas spécialisé dans l'endométriose, il risque de l'envoyer paître quand elle parle d'alimentation. Donc, vous aurez toujours deux mondes. Certains spécialistes ouverts qui vont dire « Ok, en effet, ça améliore bien le bien-être des patientes atteintes d'endométriose », et d'autres dans le corps médical qui vont dire « Arrêtez vos bêtises, c'est n'importe quoi. » Voilà. Quel lien pourrait-il y avoir entre les aliments et l'endométriose? Donc ne soyez pas confus, c'est tout à fait normal. Voilà. Et pourtant, beaucoup de femmes vont considérablement mieux avec l'alimentation et la micronutrition. Alors, ayant travaillé le sujet depuis longtemps, j'ai vu plein de femmes qui allaient vraiment, vraiment beaucoup mieux. On ne peut pas dire que c'est 100%, mais certaines vont vraiment beaucoup mieux, avec, pour certaines, plus de douleurs menstruelles, prémenstruelles, plus de douleurs pendant les rapports sexuels, plus de troubles intestinaux,
Certaines arrêtent la pilule progestative continue et s'en sortent bien. Alors, je ne peux pas dire de le faire, hein, c'est pas mon rôle de dire de faire ça, certainement pas, mais certaines le font de leur propre chef, sans problème. Certaines ne prennent plus d'antalgiques, plus d'anti-inflammatoires, donc plus d'antadis, plus d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, et se sentent beaucoup mieux. Alors, la seule difficulté, c'est que c'est restrictif quand même, donc on en parlera après, mais par expérience, j'ai vu des femmes qui allaient vraiment, vraiment beaucoup mieux. Ça, c'est plus pratico-pratique, on va dire. Alors, les interventions nutritionnelles fonctionnent. Alors, vous voyez, ça, c'est une publication scientifique qui a été faite sur les études d'intervention, c'est-à-dire quand on dit à des femmes, mangez comme ci, mangez comme ça, et on voit ce qui se passe. Eh bien, toutes les études qui ont été faites, il y a plein de modèles différents, le sans gluten, le sans FODMAP, le méditerranéen, il y a plusieurs types d'études. À chaque fois, ça fonctionne. À chaque fois, baisse des symptômes, baisse des douleurs, amélioration de la qualité de vie. Donc, la conclusion de cette review, donc ça c'est une sorte de compilation de la littérature scientifique sur le sujet. Toutes les études ont montré que l'alimentation avait un impact positif sur la perception de la douleur chez les femmes atteintes d'endométriose. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir des biais, et c'est souvent ça qui est critiqué, c'est que la méthodologie n'est pas suffisante, c'est pas assez bien fait, pas assez de preuves, etc. Donc, mais il y a quand même beaucoup à faire. Alors, premier type d'étude qu'on a, étude d'observation. Rapidement, j'explique ce que c'est. On prend, par exemple, les études cas témoins, on prend une population de femmes, on met d'un côté celles qui n'ont pas d'endométriose, on met de l'autre côté celles qui ont de l'endo, on leur demande de remplir des questionnaires alimentaires, et ensuite on fait des statistiques avec. C'est pas très très fiable comme méthode, c'est très critiqué justement pour ça, mais c'est quasiment tout comme ça que sont faites la plupart des études en nutrition. Après, il y a un autre type d'études qui s'appelle les études de cohorte, comme Compare par exemple. On suit sur X années des femmes qui ont l'endométriose, ou un groupe de femmes par exemple, et puis celles qui auront développé de l'endométriose, on va voir comment elles mangeaient, ce qu'elles mangeaient, ce qu'elles ne mangeaient pas, etc. Donc la plupart des études sont faites sur ces modèles. Et on a, ça c'est dans mon petit bouquin, celui-ci, le tableau en question. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, les études qui ont montré un lien statistique avec une association pour une hausse du risque. Ça ne veut pas dire que manger ces aliments donne la maladie, ça veut juste dire qu'on a remarqué que celles qui en mangent beaucoup versus celles qui en mangent peu, plus de risque de développer de l'endométriose. Viande rouge, 2 études ont montré que la viande rouge était statistiquement associée à l'endométriose. Si on y réfléchit, si on regarde les preuves dans d'autres domaines, la viande rouge est pro-inflammatoire. Il y a plusieurs raisons, le fer qu'il y a dedans, il y a des antigènes spécifiques dans les mammifères qu'il n'y a pas dans les oiseaux, les poissons, enfin c'est un peu compliqué à vous expliquer, un peu long. Dans la viande rouge, il y a plein d'études qui ont montré que ça a augmenté le niveau d'œstrogène dans le corps. En tout cas, il y a des explications qui semblent logiques. Et on sait déjà que la viande rouge, dans d'autres études scientifiques, c'est associé à une augmentation du risque de cancer, d'inflammation, de tas de maladies. Et on retrouve la même chose dans l'endométriose. La charcuterie, alors il y a une étude italienne qui avait montré pareil, une association statistique. On pourrait trouver des raisons aussi. La charcuterie, c'est gras, ça fixe beaucoup les perturbateurs endocriniens. Il y a des nitrates, des nitrites. Ça, on pourrait trouver un lien avec l'endométriose. Même si ça peut paraître tiré par les cheveux, il y a des liens que j'ai expliqués dans mon bouquin principal. C'est pro-inflammatoire, ça a été démontré dans plein d'autres études, dans d'autres domaines. Les frites, voilà, les aliments frits, pareil, on sait que c'est pro-inflammatoire. Dans la friture, il y a des acides gras trans, des peroxydes, des molécules inflammatoires, oxydantes, même cancérigènes. Donc rien d'étonnant vraiment. C'est même presque évident, c'est valable pour toutes les maladies métaboliques. Et l'endométriose a un caractère inflammatoire, un caractère hormonal et un caractère métabolique également. Une alimentation à charge glycémique élevée, ça veut dire que l'alimentation fait facilement augmenter le taux de sucre dans le sang. Et une étude a montré qu'une charge glycémique élevée, par exemple manger des aliments trop transformés ou trop de sucre au total, la glycémie monte plus, et statistiquement, c'est associé aussi à l'endométriose. Et pareil, sans grande surprise, ça, on sait déjà le rôle que ça a dans les maladies autres,
y compris sur l'inflammation. Donc rien vraiment d'étonnant, mais ça, on a déjà ces preuves-là. Ce qui est associé à une baisse du risque, les légumes verts, les légumes de couleur jaune dans d'autres études, les légumineuses, même si souvent très mal tolérées par les intestins des endogueurs, on va dire, les fruits en général et les agrumes, qui pareil sont souvent aussi mal tolérés par les femmes atteintes d'endométriose, mais là, rien d'étonnant. On sait que ces catégories d'aliments sont anti-inflammatoires, ça a été prouvé aussi dans d'autres domaines. Donc, déjà, ça représente des dizaines d'études, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste, enfin au total, on va dire, c'est plusieurs dizaines d'études. Donc, on n'a pas rien du tout dans ce domaine-là. Alors, sur les micronutriments, ceux qui sont associés à une hausse du risque, les acides gras trans. Alors les acides gras trans, c'est des acides gras qui n'ont pas la bonne forme, ce sera un peu long à vous expliquer. On les retrouve dans les huiles portées à haute température, donc dans la friture par exemple, donc tout ce qui est huile trop chauffée. On les retrouve dans les margarines ancienne génération, on les retrouve dans beaucoup de snacks et de produits industriels. On les retrouve aussi dans le gras laitier. Alors ça ne veut pas dire que c'est ça forcément le problème dans le gras laitier, c'est-à-dire beurre, crème, fromage, mais le gras laitier contient des acides gras trans naturels. Par contre, on ne sait pas, dans ce type d'études, dissocier si c'est le gras trans des produits laitiers, est-ce qu'il pourrait jouer un rôle. On sait juste que dans cette étude, qui est une étude américaine, que c'était quand même globalement les snacks et toute l'alimentation industrielle qui était pourvoyeur de ces acides gras trans. Et on sait qu'ils sont appliqués dans des tas de maladies, cancers et autres. Voilà. Donc rien de surprenant. Acide palmitique. Alors palmitique, ça fait penser à l'huile de palme, d'où le nom vient de là d'ailleurs à la base. L'acide palmitique, dans l'alimentation occidentale en tout cas, c'est principalement les graisses animales qui en contiennent. Alors, vous mangez n'importe quelle graisse animale, beurre, crème, fromage, viande grasse, charcuterie, n'importe quoi. Un quart du gras animal, c'est du palmitique. Alors, en effet, l'huile de palme contient une grande majorité d'acide palmitique, mais dans une alimentation occidentale, c'est plutôt dans les graisses animales. Or, les graisses animales fixent les perturbateurs endocriniens énormément. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'acide palmitique est pro-inflammatoire. Ça, c'était déjà démontré. Après, il y a toujours la question de, si on prend l'huile de palme rouge, par exemple, qui est utilisée en Afrique, il y a des éléments dedans, des caroténoïdes, des tocotrienols, qui contrebalanceraient ça. Mais en tout cas, si vous vous dites, ok, moi je ne mange pas de Nutella, donc je ne mange pas d'huile de palme, tout ce que vous mangez en graisse animale, un quart du gras animal, c'est de l'acide palmitique. Parce que c'est un acide gras qui est très présent dans le corps, y compris des humains aussi. Donc, alors que dans le règne végétal, c'est beaucoup plus faible, excepté la palme, puis d'autres graisses tropicales. Voilà. Et c'est inflammatoire, on le sait. L'alcool, ça peut être pas trop cool si on aime bien la peau, mais l'alcool est statistiquement corrélé à l'endométriose. Pourquoi on pourrait l'incriminer dans l'endométriose? Alors, l'alcool augmente les œstrogènes circulants. C'est-à-dire, quand vous buvez de l'alcool, c'est valable pour les hommes aussi, chez les hommes, ça fait baisser la testo d'ailleurs. Quand on boit de l'alcool, il y a deux grands mécanismes qui se passent. Ça va augmenter l'activité d'une enzyme qui s'appelle l'aromatase. Vous avez peut-être entendu parler. Il existe des médicaments anti-aromatase, pour le cancer du sein notamment. Donc l'aromatase, c'est une enzyme dans le corps qui est présente chez tous les humains, hommes, femmes, peu importe, qui permet de transformer les hormones mâles en hormones femelles. Ça permet de transformer les androgènes, androsténidium, testostérone, en œstrogènes. Eh bien, dans l'endométriose, il y a une suractivité de cette enzyme qui fabrique des œstrogènes. Vous avez une lésion, un kyste ou une lésion profonde, ce que vous voulez. Dans ces lésions, vous avez énormément d'aromatase qui fabrique ses propres œstrogènes. Vous avez de l'endométriose, elle fait sa life toute seule, dans son coin, et elle fabrique ses œstrogènes. Ça, c'est très important à savoir. Si j'insiste autant là-dessus, c'est parce que certaines femmes se font pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, attention, je n'émets aucun jugement sur les opérations ou quoi, mais il y a des femmes qui vont se faire enlever les ovaires, enlever l'utérus, et se dire, j'ai plus de sécrétion d'hormones par les ovaires, parce qu'il n'y en a plus, j'ai plus d'utérus, donc plus de règles, mais
L'endométriose, si on a ailleurs, elle pourrait très bien se débrouiller sans. Ça, c'est déjà, heureusement, c'est très rare. Les femmes ménopausées continuent d'avoir beaucoup d'endométriose, mais ça peut exister. Donc, l'endométriose peut faire sa vie toute seule, sans avoir besoin d'ovaires, sans avoir besoin d'utérus. Heureusement, ce n'est pas la majorité, mais comprendre son fonctionnement qui est assez individuel et assez autonome en fait. Or, l'alcool va augmenter l'aromatase et augmenter la production d'œstrogènes. Ensuite, ça va modifier la détoxification par le foie des œstrogènes. Quand on boit de l'alcool, ça diminue la phase 1 de détox au niveau du foie, et en fait, vous détoxifiez moins vite les œstrogènes. Ce qui fait que ça augmente le taux. Donc en fait, boire de l'alcool augmente les œstrogènes dans le corps, chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, ça fait baisser la testostérone d'ailleurs aussi. Donc ça modifie le profil hormonal en quelque sorte. Aussi, ça abîme la barrière intestinale, ça rend les intestins poreux. Vous avez peut-être entendu parler des intestins poreux, de l'hyperperméabilité intestinale, qui est présente dans l'endométriose, très souvent. Or, l'alcool brûle en fait la muqueuse et la rend hyperperméable. Votre intestin devient une passoire. Voilà. C'est valable pour toutes les maladies inflammatoires, que ce soit pour l'endo, vous auriez n'importe quel problème de santé, c'est pareil. Voilà. Ensuite, d'autres nutriments qui sont associés à une baisse du risque, les oméga 3, EPA, DHA, on en reparlera un peu après, c'est ceux qu'il y a dans le poisson gras notamment. Rien de surprenant, ils sont anti-inflammatoires. Ils ont des rôles anti-inflammatoires dans l'organisme. Les acides gras monoinsaturés, les oméga 9, qui ne sont pas des acides gras essentiels, mais qui sont anti-inflammatoires par d'autres mécanismes. Les fibres, solubles et insolubles, même si elles ne sont pas forcément bien tolérées, en tout cas, elles pourraient avoir un rôle protecteur. Par exemple, les fibres jouent un rôle dans l'élimination des œstrogènes. Quand votre foie se débarrasse des œstrogènes, parce que les hormones dans le corps ne peuvent pas être juste détruites, elles sont éliminées. Votre foie prend les œstrogènes, les modifie, ça part dans les cellules biliaires dans les intestins ou dans les urines par les reins, et on fait pipi, ou ça part dans les toilettes par ailleurs, et on élimine les œstrogènes comme ça. Eh bien, les œstrogènes sont éliminés dans les cellules biliaires, dans la bile en quelque sorte. Et si vous mangez beaucoup de fibres, ça va impacter les cellules biliaires et favoriser le passage dans les toilettes, on va dire. Si vous ne mangez pas beaucoup de fibres, vous pouvez réabsorber les œstrogènes par le cycle entérohépatique. Et c'est valable aussi pour toutes sortes d'autres hormones, les perturbateurs endocriniens, etc. Et une alimentation qui serait moins riche en fibres, sur le plan hormonal, ça a un impact aussi. En plus d'avoir d'autres impacts, voilà. Certaines vitamines, minéraux, magnésium, vitamine D, quand on en manque, statistiquement, il y a plus de risque d'avoir d'endométriose. Et tout ça, ce sont issus d'études. Hein. Ce sont des données issues d'études. Ça, très très important, les acides gras. Donc, les acides gras, c'est ce qui compose la graisse. Quand vous mangez un avocat, du poisson gras, des amandes, de l'huile d'olive, n'importe quoi, vous avez des lipides, donc des graisses. Dans ces graisses, vous avez des acides gras. Et dans les acides gras, il y en a toutes sortes de familles et de sous-catégories de graisses. Vous avez probablement entendu parler des oméga 6 et des oméga 3, qui sont les acides gras essentiels que le corps ne peut pas fabriquer. Alors, en prenant un gros raccourci, c'est quand même pas aussi simple, les oméga 6 sont pro-inflammatoires et les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Alors, dans le sang, quand on fait des prises de sang, c'est issu de 2 études différentes, on fait des prises de sang et on mesure les acides gras dans les globules rouges de la personne, dans les membranes des globules rouges. Quand on a un ratio trop haut entre l'acide arachidonique, qui est un oméga 6, et l'EPA, qui est un oméga 3, ça veut dire très simplement trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3. Quand c'est mesuré et qu'on a remarqué ça, c'est associé à la gravité de l'endométriose. Alors dans cette étude-là, c'était avec les stades 1, 2, 3, 4. Quand il y avait trop d'oméga 6 dans le sang, pas assez d'oméga 3, on avait des stades 3, 4, alors que les femmes qui avaient moins d'oméga 6 étaient plus dans des stades 1, 2. Voilà. Et une autre étude, l'oméga 3 EPA, donc ce qu'on a par exemple dans les sardines, maquereaux, saumon, harengs, anchois, truites, les œufs oméga 3, j'en parlerai après, celles qui ont un taux d'oméga 3 EPA élevé dans le sang, celles qui ont le taux le plus élevé, quand on compare avec celles qui ont les taux les plus bas, celles qui ont les taux les plus élevés ont statistiquement 82% de chances en moins de développer de l'endométriose. Alors ça, là, j'imagine que vous vous dites, ok, je vais rentrer à la maison, je vais manger des tonnes d'oméga 3,
Moi, j'ai mangé des sardines le matin, je vais me boucher le nez, je vais... Voilà, attention, ce n'est pas aussi simple, c'est pas en mettant des tonnes d'oméga 3 que vous diminuez votre endo de 82%. Malheureusement, c'est pas aussi simple. C'est plutôt des personnes qui avaient l'habitude de manger plus d'oméga 3 versus des personnes qui avaient l'habitude d'en manger moins. Ben, celles qui avaient l'habitude d'en manger beaucoup plus, terrain beaucoup moins inflammatoire, beaucoup moins de risque de développer de l'endométriose. Voilà. Par contre, le fait de prendre suffisamment d'oméga 3 est important dans l'endométriose. Mais vous voyez, le chiffre est quand même assez ahurissant. On peut dire 82% de chance sur moins, c'est assez énorme. Alors, les études d'intervention, là, on a un taux de preuve qui est un peu meilleur, c'est-à-dire que on va dire à des femmes qui ont l'endométriose, là, vraiment que des patientes, mangez comme ci, mangez comme ça, faites tel type de régime et on voit ce qui se passe. Donc, on a un taux de preuve qui, normalement, est quand même meilleur dans ces études-là. Et là, alors, on a plusieurs types d'études, je les ai dissociées comme ça. Celles qui sont associées à une diminution des douleurs, éviction, donc suppression du gluten. 2 études italiennes ont montré qu'enlever le gluten totalement, diminuer les douleurs. Alors, vous savez, il y a une sorte de discours sur le sans gluten qui dit oui, c'est une mode, c'est n'importe quoi, c'est une mode. De toute façon, enlever le gluten, pour beaucoup, c'est pas vraiment le gluten qui posait problème, c'est autre chose, ça peut être les FODMAP, ça peut être d'autres choses, etc. Mais dans ces 2 études-là, non seulement elles allaient mieux au niveau de l'intestin, mais les douleurs purement, on va dire, gynécologiques diminuaient. Le syndrome prémenstruel, douleurs pendant les règles, toutes sortes de douleurs, ou des douleurs qui peuvent être n'importe où, ça peut être à l'épaule, au bras, au dos, aux jambes. Voilà, les douleurs diminuent. Donc, on va avoir une amélioration de la qualité de vie, diminution des douleurs digestives et extra-digestives, c'est-à-dire des douleurs qui ne sont pas à l'intestin, qui sont ailleurs dans le corps, avec le régime sans gluten. Il y a eu un régime pauvre en nickel qui a été essayé. C'est parce que des scientifiques étaient partis du postulat que les femmes atteintes d'endométriose ont beaucoup plus souvent de l'allergie au nickel. Et leur idée, c'était déjà de vérifier cette hypothèse. Et en effet, elles étaient statistiquement beaucoup plus à même d'avoir de l'allergie au nickel. Et ils se sont dit, tiens, dans l'alimentation, il y a du nickel un peu partout. On va enlever les aliments qui ont plus de nickel. On va leur faire un régime d'éviction pauvre en nickel, ce qui est très très restrictif. Il ne reste plus grand-chose. Et les résultats spectaculaires. Voilà, c'est littéralement spectaculaire. Donc, dans les domaines digestifs, extra-digestifs, c'est-à-dire que là, tout type de douleur est amélioré. Malheureusement, c'est quand même un peu restrictif. Le régime méditerranéen, il y a 2 études, il y en a qu'une, il y en a 2 maintenant, 2 études qui ont montré que le régime méditerranéen diminue les douleurs, améliore la qualité de vie dans l'endométriose. Ça, on sait déjà que ça diminue l'inflammation dans d'autres domaines. Le régime pauvre en FODMAP, pauvre en FODMAP, c'est un régime dans lequel on va enlever, dans un premier temps, les aliments qui fermentent beaucoup, pour faire simple. Et une étude a montré que chez les femmes qui ont l'endo, qui ont un intestin irritable concomitant, si elles enlèvent les aliments riches en FODMAP, en sucre fermentescible, ben, elles ont moins de symptômes intestinaux. Voilà. Ça réduit de 50% aux symptômes. Alors moi, je ne suis pas, c'est plus mon avis personnel, je suis plus pour mettre en place d'abord une alimentation anti-inflammatoire, voir ce qui se passe, et après, au besoin, faire le régime sans FODMAP s'il y a beaucoup de troubles intestinaux, plutôt que l'inverse. Et comme je vous disais, il n'y a pas de recommandation. Donc c'est vrai que les gastro-entérologues, vous allez voir un gastro-entérologue, il va vous dire FODMAP. Il va juste vous dire ça d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il existe un protocole à suivre, où on enlève tout, et après on remet. Et ça, c'est quasiment jamais fait correctement, donc c'est déjà un problème. Et les régimes sans FODMAP, vous enlevez 3/4 des fruits, 3/4 des légumes, et vous enlevez beaucoup d'aliments anti-inflammatoires intrinsèquement, en fait. Ça, c'est le problème. Et le régime pauvre en nickel est lui aussi associé à une baisse des troubles digestifs. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, certaines études montrent, enfin, toutes les études où on intervient, des études d'intervention, diminuent les douleurs, améliorent la qualité de vie. Donc, si vous-même, vous avez déjà pensé à l'alimentation, ben là, vous avez, ça part pas de nulle part, on va dire. Voilà. Il y a des difficultés à mettre ça en place, mais voilà, on part pas de nulle part.
Alors, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce que les femmes font, et qu'est-ce que vous peut-être faisiez. Donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs études qui ont sondé et qui, dans différents pays, des femmes, et l'alimentation est souvent utilisée pour gérer la maladie. Alors, souvent, c'est sans ou faible en gluten. Alors, si vous pensez à faire du sans gluten, juste un petit conseil par rapport à ça, il vaut mieux, avant, faire un test pour la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est la vraie maladie auto-immune d'intolérance au gluten, qui est une pathologie dans laquelle le gluten attaque l'intestin, il attaque sévèrement, on va dire. Et il suffit de faire une prise de sang. Et si la prise de sang est positive, après on fait une biopsie, on fait une gastroscopie, on passe la sonde par le nez, par l'estomac. Moi je l'avais fait à l'époque et sans anesthésie. Maintenant ils font qu'avec anesthésie, donc c'est mieux. Et on rentre au début de l'intestin, tout début, hein, et on fait un petit prélèvement de la muqueuse microscopique et on regarde le microscope ensuite si c'est abîmé. Pourquoi il faut le faire avant, c'est mieux. Parce que si vraiment vous êtes sans gluten très très strict depuis, je sais pas, 2 ans, même moins, si un jour vous dites, je vais quand même vérifier que je n'ai pas la maladie cœliaque, vous pouvez avoir un faux négatif. Voilà, et donc du coup, un gastro-entérologue vous dirait, madame, remangez des tonnes de gluten, ce qui va certainement vous mettre vraiment en vrac, pour pouvoir faire les tests. Donc vaut mieux, idéalement, le faire avant, sachant que beaucoup de personnes seront négatives à ce test. C'est-à-dire que, moi je l'ai déjà fait, et pourtant je suis sensible au gluten, c'est-à-dire qu'on fait la prise de sang, on mesure des anticorps, les anticorps reviennent négatifs, et puis là, votre médecin vous dit, chère madame, vous voyez bien que vos anticorps sont bons, mangez du blé. Arrêtez vos bêtises, vous n'êtes pas intolérante au gluten, mangez du blé. Or, il y a 10 fois plus de gens qui sont hypersensibles au gluten non cœliaques. Le fait d'être sensible au blé ou au gluten, c'est pas exactement pareil, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le fait d'être hypersensible au gluten, c'est 10 fois plus fréquent que d'avoir vraiment la vraie maladie cœliaque. Donc, on peut tout à fait avoir tous les tests négatifs, et puis en fait, votre médecin vous dit, arrêtez, mangez du blé, buvez du lait, voilà. Ça n'a rien à voir, on le laisse au sujet. Donc, ça aussi, ne soyez pas confuses, vous risquez d'avoir ce discours-là, parce que beaucoup de patients vont parler du sans gluten à leur médecin, qui va lever les yeux au ciel, qui va dire, bon, pour vous faire plaisir, on va quand même vérifier, sachant qu'il existe un lien statistique entre la maladie cœliaque et l'endométriose, où il y a quand même plus de chances d'avoir la maladie cœliaque quand on a l'endométriose que quand on ne l'a pas. Mais vous allez avoir le test, ça va revenir négatif probablement, puis on va vous dire, arrêtez de manger du blé, ça ne fait rien manger du blé. Et puis quand vous arrêtez le blé, ça va beaucoup mieux. Puis quand vous le remettez, c'est la cata. Puis vous arrêtez, ça va beaucoup mieux. Puis là vous dites, mais je comprends pas ce qu'ils me disent tous, ça n'a aucun sens. C'est ça le truc. Je parle beaucoup trop. Sans ou faible en produits laitiers, là, énorme controverse, je ne sais pas si la diapo d'après en parle, je ne sais plus, mais les femmes qui atteintes d'endométriose ont beaucoup d'intolérance alimentaire et les produits laitiers, ça fait partie des principales. Et ce n'est pas forcément le lactose, ça peut être les protéines du lait, la caséine notamment. Vous pouvez être non intolérante au lactose et être hypersensible aux protéines du lait. Moi, c'est mon cas, j'ai 0 intolérance au lactose, testé par test respiratoire. J'ai avalé 50 grammes de lactose à jeun à l'hôpital. On m'a fait un test respiratoire. Mon ventre, rien ne s'est passé. Pas de ballonnement, pas de diarrhée, rien du tout. J'étais là, tranquille, à lire des magazines pendant 3 heures. Et test respiratoire toutes les demi-heures. Rien du tout. Rien. L'infirmière me dit, voyez, vous pouvez manger des produits laitiers. Je dis, non, madame, je peux manger du lactose. Tous les matins, 50 grammes de lactose de petit-déj, parce que ça ne me fait rien. Alors que quand je mange des produits laitiers, j'ai de l'eczéma, des douleurs articulaires, plein de problèmes. Donc, faites bien la distinction. Là aussi, grosse confusion. Lactose, produits laitiers, c'est 2 choses totalement différentes. Beaucoup d'endogueurs disent « je mange sans gluten, sans lactose ». Si vous êtes intolérant au lactose, oui, c'est bien manger sans lactose. Mais l'intolérance au lactose, c'est quand même une grosse prédisposition génétique, notamment ethnique. Pour les Asiatiques, 100%. Pour les Africains, pas mal. Pas tout le temps, mais beaucoup plus de risques. Et après, chez les Européens, plus on est sur des ancêtres celtes, nordiques, moins salés, plus on est sur des ancêtres méditerranéens, plus c'est le cas. Donc en fait, ça c'est vraiment purement génétique.
la déficience en lactase au niveau de l'intestin. C'est ça qui va faire qu'on ne va pas digérer le lactose et qu'on va être ballonné, etc. Mais ça, c'est complètement différent d'être pas bien à cause des produits laitiers pour d'autres raisons. Et dans l'endométriose, c'est plutôt l'hypersensibilité immunitaire aux protéines du lait. C'est par exemple ce que j'ai. Et puis après, les produits laitiers fixent beaucoup les perturbateurs endocriniens, ça c'est notre sujet. Sans ou faible en soja, ça je crois que j'en parle après, mais je vous dirai. Sans ou faible en sucre d'ajout. Alors, c'est bien évidemment, si vous mangez beaucoup de sucreries, c'est pro-inflammatoire. Donc, il faut être raisonnable dans ce domaine-là. Il vaut mieux manger des vrais aliments. Et les sucreries, il faut que ce soit accessoire. Ça, c'est une erreur majeure dans l'alimentation anti-inflammatoire. C'est de se dire, j'enlève le lait, j'enlève le gluten, et puis c'est un peu freestyle, c'est des gâteaux, des biscuits matin, midi, soir. Et en fait, ça, il faut faire attention, c'est plus du tout anti-inflammatoire. Si vous mangez des sucreries à longueur de journée, même s'il y a zéro gluten, zéro produit laitier, ce n'est pas anti-inflammatoire. Ça reste sans gluten, sans lait, mais ce n'est pas anti-inflammatoire. Sans alcool, je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Riche en fruits et légumes, alimentation saine, naturelle, non raffinée, faite maison. Voilà. Ça, en gros, c'est à quoi pourrait ressembler une alimentation qu'on pourrait qualifier d'anti-endométriose, mais avec quand même beaucoup de trucs supplémentaires sur les perturbateurs endocriniens. Enfin, c'est très loin à vous expliquer, mais grosso modo, je pense que beaucoup d'entre vous le font déjà, ça ressemble un peu à ça. Alors, justement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans une alimentation anti-inflammatoire, parce que je parle beaucoup de théorie, il faut un peu de la pratique. Alors, riche en oméga 9. Alors, oméga 9 sont des acides gras qui ne sont pas essentiels. Si vous n'en mangez aucun, votre corps les fabriquera. Mais quand dans votre alimentation, vous en consommez une grande majorité, ça produit des effets anti-inflammatoires. Surtout quand vous mangez beaucoup d'oméga 9 et peu de graisses saturées. Par exemple, le palmitique, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une graisse saturée. Donc les oméga 9, on en retrouve beaucoup dans les olives, l'huile de colza, les avocats, les amandes, les noisettes, beaucoup les fruits à coque, sachant que les amandes et les noisettes, c'est quand même deux qui sont très riches. C'est pas impossible que vous soyez allergique ou intolérante à des aliments dans cette liste. Mais en tout cas, les oméga 9 sont anti-inflammatoires et il a été démontré que celles qui en mangent beaucoup ont moins de risque de développer de l'endométriose. Et ça, c'est pour tous les modèles scientifiques de l'alimentation anti-inflammatoire, parce que l'alimentation anti-inflammatoire, c'est étudié largement dans plein de domaines de santé, hein, pas que l'endométriose. Ça ressemble généralement à ça. Alors, riche en oméga 3. Donc, pour rappel, les oméga 3 sont des acides gras qui sont anti-inflammatoires dans le corps, en plus d'avoir de multiples autres rôles, particulièrement EPA et DHA, qu'on retrouve dans les sardines, maquereaux, truites, saumon, les œufs oméga 3. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les œufs oméga 3, c'est des poules qui sont nourries aux graines de lin, et ça va booster énormément la quantité d'oméga 3. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux des œufs bio, mais qui ne sont pas oméga 3, que des œufs oméga 3 qui ne sont pas bio? Alors, la réponse est qu'il faut clairement des œufs oméga 3, même s'ils ne sont pas bio. Voilà, c'est beaucoup plus important, parce qu'en fait, ça change totalement le profil inflammatoire de l'œuf. Dans un œuf, par exemple, vous savez, on a dit les oméga 6 sont inflammatoires, les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Dans un œuf standard, on va dire même bio, les poules sont dehors, même si elles étaient en batterie, ça serait bien pire, mais les poules sont dehors, elles sont nourries avec du grain, du maïs, du blé. Il y a 30 à 40 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Vous prenez ces mêmes poules, vous leur donnez des graines de lin, alors il y a un pourcentage à respecter, hein. On passe de 40 fois plus d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 à 2, quelque chose fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Même des fois, ça passe même en dessous de 2. Donc en fait, le ratio, il y a un facteur 20 de différence. C'est complètement différent. Et alors malheureusement, par rapport aux perturbateurs endocriniens, on a remarqué que les œufs, même bio, les œufs, les produits laitiers bio, étaient encore plus contaminés aux dioxines. Les dioxines, c'est des perturbateurs endocriniens qui sont très impliqués dans l'endométriose. Ils sont encore plus contaminés que ceux qui ne sont pas bio. En fait, plus l'animal a de surface dehors, plus ça lui permet d'avoir du sol à disposition. Et comme le sol retient certains perturbateurs endocriniens, les dioxines notamment, et ben, statistiquement, enfin, on a remarqué que
c'était même pire. Donc, on peut trouver des œufs bio et oméga 3, moi c'est ce que je prends, je trouve par exemple chez Super U. Mais si vous allez dans un magasin bio, vous ne trouverez jamais des œufs oméga 3. C'est l'alimentation des poules domestiques, c'est en bio. Enfin, c'est des alimentations où il y a du lin maintenant. Oui. Dans les ingrédients. Oui, voilà, oui, ça a changé un peu. L'alimentation bio des poules, il y a du lin. Voilà, après, il faudrait voir le pourcentage qu'ils mettent autant. C'est correct. Ça, c'est correct. Dans ce cas-là, tant mieux. J'avais eu votre livre, j'ai vérifié. Bon, super. Voilà. Donc, les œufs oméga 3, le label bleu blanc cœur, il y a aussi d'autres marques qui maintenant en font sans avoir le label. Je vous dis, regardez bien, ça marche dessus. L'huile de colza, l'huile de camille, l'huile de noix contiennent des oméga 3 végétaux qui ne sont pas les oméga 3 anti-inflammatoires, qui sont des précurseurs. Et ça peut être intéressant. Petit tips, si vous avez de l'hypothyroïdie, évitez les huiles à base de crucifères, colza, cameline. Ça peut ralentir le fonctionnement thyroïdien, il vaut mieux prendre de l'huile de noix. Sinon, les huiles de crucifères sont très très bonnes pour la détox des oestrogènes, ce que j'ai expliqué dans le bouquin. Alors, une alimentation riche en polyphénols. Les polyphénols sont les antioxydants, pour faire simple, qu'on trouve dans les végétaux. Donc une alimentation très colorée avec des fruits et des légumes colorés, du riz noir par exemple, du thé vert, des myrtilles, des outres baies. Voilà. Riche en polyphénols. Pour les protéines qui restent à consommer dans l'alimentation, plutôt sur les volailles, pour compléter les oméga 3, les œufs oméga 3 et les poissons. Il y a beaucoup plus de chances d'avoir de l'inflammation avec les viandes bovines et les mammifères. Voilà. Ça, je peux vous expliquer ça, ça va prendre 1 heure, donc c'est un peu compliqué. Il y a plein de raisons. Et ça, c'est aussi prouvé dans d'autres domaines. Riche en fibres, parce que les fibres vont modifier l'assimilation des nutriments et ont un impact anti-inflammatoire. Donc des produits complets, non raffinés. Des féculents basés sur les tubercules, patates douces, pommes de terre, sur les céréales sans gluten comme le riz et le millet par exemple, les pseudo-céréales comme le sarrasin, le quinoa, les légumineuses selon tolérance. Après il y a plein d'autres trucs, les fruits amylacés comme les châtaignes si vous les tolérez, les autres tubercules, le manioc, etc. Il y a plein d'autres choses. Les épices douces, très importantes car très anti-inflammatoires, très antioxydantes. Douces, pourquoi ? Parce que les épices fortes, surtout le piment, le poivre, vont détériorer la barrière intestinale. Donc même si ces épices-là sont anti-inflammatoires intrinsèquement, antioxydantes intrinsèquement, en fait, ça va tellement irriter la barrière intestinale que ça peut augmenter certains symptômes et augmenter l'inflammation. Donc malheureusement, si vous mangez très épicé, ça peut participer à l'irritation de l'intestin et détériorer la barrière intestinale. Alors, cette alimentation, il faut l'adapter parce que tout le monde ne va pas réussir à le faire. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui le font déjà. Alors, par rapport à beaucoup d'autres facteurs. Alors, les allergies, les intolérances alimentaires, propres à chaque personne. Alors, si vous êtes allergique à quelque chose, il ne faut pas suivre la liste des aliments bêtement. Il faut adapter. Alors, d'autres problèmes qui peuvent se greffer souvent à l'endométriose, si vous avez un SIBO, le SIBO c'est une hyperprolifération des bactéries dans l'intestin grêle. Alors là, il faut quand même adapter beaucoup. Généralement, on finit après avec une intolérance à l'histamine, qui est un peu la conséquence aussi. Et là, pareil, beaucoup d'aliments que j'ai cités avant, mais ils vont poser problème si ça se développe. Par exemple, si vous mangez des sardines en boîte, c'est un peu la cata pour l'intolérance à l'histamine. Donc, il faut adapter. Mais après, on peut adapter. C'est un peu compliqué. Donc après, c'est mieux de se faire suivre par un professionnel de nutrition qui connaît l'endométriose. Alors, modèle végétalien, ça aussi, il faut adapter. Là, ça complique pas mal, je dirais. La grosse difficulté, surtout pour les véganes, je dirais, c'est que les protéines végétales sont toujours associées à beaucoup de sucre fermentescible. Et tout le temps, c'est tout le temps le cas. Donc quand vous mangez pas de protéines animales, vous êtes obligé de manger des protéines végétales. Il n'y a pas le choix, c'est ou l'un ou l'autre. Pour les deux, mais c'est un omnivore, mais pour les véganes, c'est les protéines végétales. Et les pois chiches, les haricots secs, les lentilles,
ou même le soja, vous allez avoir beaucoup de sucres fermentés cibles et beaucoup ne vont pas les tolérer. Et si une hamburger dit je suis vegan, j'en ai déjà vu plusieurs, hein, qui ne mange pas de produits animaux, mais qui ne tolère pas les protéines végétales, elle mange quasiment pas de protéines. Et elle finit dénutrie, j'en ai vu plein, qui finissaient à 35 kg, 34-35 kg. Malheureusement, après il y a toujours des astuces, hein. On peut prendre des protéines véganes en poudre pour compléter, on va faire différentes choses, mais c'est vrai que là ça demande des adaptations qui sont quand même plus compliquées, mais qui sont faisables. Alors les TCA, les troubles du comportement alimentaire, là par contre c'est aussi problématique parce que quand on fait cette alimentation-là, il y a beaucoup de restrictions. Il faut que psychologiquement on soit tout à fait cool avec ça, on fasse ça en détente, et là on le vit pas mal. Par contre, une personne qui aurait déjà des troubles du comportement alimentaire, elle se dit ça c'est non, 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 ça jamais ça va rajouter des contraintes qui psychologiquement vont l'empirer au niveau des troubles du comportement alimentaire. Donc, généralement, celles qui ont des TCA, le mieux, c'est plutôt d'améliorer leur alimentation plutôt que de faire des évictions, parce que là, ça va être compliqué de les gérer. Il va y avoir des pétages de câbles, ça va être n'importe quoi. Ça arrive d'empirer les symptômes, enfin les troubles, on va dire. Donc, bien adapté. Alors, la micronutrition. Alors, la micronutrition, qu'est-ce que c'est ? Alors, en gros, la micronutrition, c'est une science qui s'intéresse aux micronutriments, les vitamines, les minéraux, les acides gras, les acides aminés, etc. Elle est là pour agir, non pas pour remplacer l'alimentation, mais plutôt pour la compléter. En gros, quand vous prenez du magnésium, c'est de la micronutrition. Quand vous prenez des capsules d'oméga 3, c'est de la micronutrition. Alors, ça permet de combler les carences, parce qu'il y a des carences chez tout le monde, mais chez les femmes atteintes d'endométriose, il y a certaines carences qu'on peut remarquer plus fréquemment. Alors, ça permet aussi d'obtenir des quantités plus importantes d'un nutriment donné, c'est-à-dire, certains vous diront, la micronutrition, c'est n'importe quoi, tout est dans l'alimentation, il suffit de bien choisir, vous choisissez bien, certes, vous avez les nutriments, mais quand vous prenez de la micronutrition en plus, vous pouvez augmenter la présence d'un micronutriment, parce que si vous augmentez l'alimentation, vous augmenterez aussi autre chose avec. Par exemple, si vous dites, ok, les oméga 3, c'est bien, notamment ceux qui sont présents dans les poissons gras, la mer, c'est pollué. Toute la mer est polluée. Même si vous dites les sardines, c'est plus petit, c'est pas pollué, non, les sardines sont quand même polluées. Les gros poissons sont beaucoup plus pollués que les petits, ça c'est vrai, mais il y a quand même des polluants. Il y a des microplastiques, il y a des dioxines, voilà, il n'y a pas que le mercure, il y a plein d'autres polluants. Donc si vous dites je mange 14 fois des sardines dans la semaine, midi soir, voilà, ben, la quantité de dioxines et microparticules de plastique que vous ingérez est quand même très très problématique. Donc c'est bien pour ça qu'on n'a pas des recommandations farfelues qui disent manger du poisson 12-14 fois dans la semaine. La recommandation officielle, pour tout individu, c'est 2 fois dans la semaine, dont une fois du gras. On pourrait porter à 3 en faisant en faisant attention à certaines choses, mais voilà, la micronutrition, ça va permettre de rajouter des oméga 3 qui sont purifiés, sans augmenter la charge en perturbateurs endocriniens, par exemple. Oui, ça permet aussi de mieux assimiler certains composants avec des technologies particulières. On peut prendre l'exemple de la curcumine, du curcuma. Quand vous mangez du curcuma, il y a un composant qui est un polyphénol blanc, la curcumine, c'est quasiment pas absorbé. Alors, déjà, il y en a peu dans le curcuma, et en plus, ce qu'il y a, c'est très peu absorbé. Il existe des technologies qui permettent d'augmenter de 10, 30, 50, 100, 270 fois, 285, 320 fois l'assimilation de la curcumine, par exemple. Voilà. Je vous en parlerai juste après. Ah oui. Également, de créer une réponse physiologique quand on prend le nutriment tout seul. Je prends un exemple. Vous prenez un aliment qui contient des protéines. Dans ces protéines, il y a du tryptophane. Le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. C'est un peu l'hormone du bien-être. Là, vous vous dites, je mange des protéines, je me sens bien. Donc, ça ne marche pas aussi facilement. Alors que si vous prenez le tryptophane tout seul, en gélule, ça va permettre de fabriquer plus facilement de la sérotonine au niveau du cerveau, alors que un aliment dans sa globalité n'aurait pas induit une réponse physiologique pareille. En fait, quand on sort un nutriment, qu'on le prend de façon isolée, on peut obtenir une réponse physiologique du corps
qu'on n'aurait pas avec un aliment entier. Et ça, c'est typique de la micronutrition. Donc, justement, c'est pas que pour combler des carences. Admettons, vous dites, je sais pas, n'importe qui, votre médecin, je prends la micronutrition, va vous dire, ça sert à rien, tout est dans l'alimentation. Oui, mais en fait, on va pouvoir obtenir des réponses physiologiques spécifiques avec la micronutrition. Ça permet aussi d'avoir un traitement alternatif. La micronutrition, même si on ne devrait peut-être pas dire le mot traitement, on va être parfaitement dans les clous, ça va permettre dans certains cas de diminuer certains médicaments, voilà, d'être un traitement alternatif. Alors, le premier truc très important, c'est la vitamine D. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas uniquement pour le calcium et pour l'os. La vitamine D a d'autres rôles, notamment elle est anti-inflammatoire et anti-proliférative. Alors j'ai mis le petit soleil en haut, vous le savez probablement, la vitamine D c'est fabriqué grâce au soleil. Quand les UV sont sur la peau, vous fabriquez dans la peau, grâce à un dérivé du cholestérol, vous fabriquez de la vitamine D. Ce qui fait que on est carencé en hiver. Automne-hiver, très rapidement, comme on n'a plus de soleil, pas assez de soleil, les rayons sont trop inclinés aussi, on finit avec des carences. Ça, c'est valable pour tout le monde d'ailleurs. Et les femmes atteintes d'endométriose ont plus de carences en vitamine D que les femmes qui n'ont pas d'endométriose. Alors l'explication, c'est que dans les maladies inflammatoires, on dégrade, on détruit la vitamine D. N'importe qui a une maladie inflammatoire va plus rapidement détruire la vitamine D dans son corps. Autre chose très importante, je vous conseille déjà de prendre vraiment un minima de la vitamine D automne-hiver, toutes les années, parce que forcément, même si vous êtes allé au soleil en été, très rapidement, avec les mois qui suivent, votre taux de vitamine D va chuter dans votre corps, et certains penseraient même que, bon ça c'est plus un avis, que ce serait pas mal d'en prendre toute l'année pour avoir un effet anti-inflammatoire, anti-prolifératif sur l'endométriose. Également, ça dépend du type de peau. Plus vous avez la peau claire, plus au soleil vous allez faire rapidement la vitamine D. Vous mettez un roux au soleil, là vous mettez Ed Sheeran au soleil, en 1 minute, il a toute sa vitamine D. Voilà. Et vous prenez une personne qui a la peau noire très foncée, il faudra beaucoup plus longtemps. La différence est énorme. Donc ça c'est très important. Aussi on peut le doser avec une prise de sang, vérifier votre taux de vitamine D, et il n'y a pas du tout de règle. Vous pouvez lire sur internet ou dans des bouquins X unités de vitamine D par kilo de poids de corps, c'est jamais fiable, ça ne marche jamais. Il suffit que vous ayez un taux de masse grasse plus ou moins haut, plus ou moins bas, homme-femme c'est pas pareil, l'âge ça fait changer. Le foie, suivant comment il marche, ça fait changer. Si vous êtes carencé en fer et en magnésium, la vitamine D s'active moins, donc le taux remonte moins vite. Bref, c'est pas du tout fiable de calculer par rapport au poids. La vitamine D, il faut en prendre une dose qui paraît cohérente, vérifier qu'une prise de sang est adaptée. Étude sur la vitamine D et l'endométriose, étude contrôlée randomisée double aveugle, c'est-à-dire le meilleur type d'étude qui existe pour le taux de preuve. Alors, on a comparé, après avoir pris au hasard, c'est-à-dire on prend un groupe de femmes qui ont l'endométriose, certaines prennent un placebo, d'autres prennent la vitamine D, personne ne sait ce qu'elles prennent. Ni les femmes atteintes d'endométriose, ni les patientes, ni même les chercheurs, les médecins qui les suivent, personne ne sait. Et on voit après, on révèle qui en prenait ou pas, une fois qu'on a les résultats. C'est pour ça qu'on a un très très bon taux de preuve là-dessus. Donc, celles qui ont pris la vitamine D par rapport au placebo, réduction des douleurs pelviennes. C'est-à-dire la vitamine D, voilà, c'est connu pour les enfants pour la croissance, pour éviter le rachitisme. C'est connu chez les personnes plus âgées pour éviter l'ostéoporose. Et bien, ça réduit les douleurs pelviennes. Ça diminue significativement un marqueur de l'inflammation, la CRP ultrasensible. Vous avez peut-être déjà dosé la CRP dans vos prises de sang, un marqueur de l'inflammation. Là, c'est la version ultrasensible qui permet vraiment de vérifier ce qu'on appelle l'inflammation latente, l'inflammation de bas grade. Et bien, ce marqueur de l'inflammation baisse quand vous prenez de la vitamine D. Alors, la curcumine, extraite du curcuma, que je conseille beaucoup. Après, il y a aussi peut-être des cas où ça ne convient pas, mais que je conseille bien, parce que la curcumine, donc le composé principal du curcuma,
va agir sur tous les mécanismes de l'endométriose, sur l'angiogenèse, les petits vaisseaux qui vont pousser pour nourrir les lésions d'endométriose, ça va les diminuer. Le stress oxydant ou oxydatif, qui est pareil, la prolifération des cellules, l'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Normalement, quand vous avez une cellule en fin de vie, elle a un programme, la cellule meurt, ou quand la cellule est anormale, elle meurt. Voilà, c'est comme ça que le corps évite toutes sortes de problèmes, évite les cancers notamment. Et ben, la curcumine favorise ce phénomène-là. Et vous le savez, dans l'endométriose, le tissu endométriosique échappe à tous ces phénomènes-là. Il se dit, c'est pas ma place, je me développe dans l'abdomen, ça pourrait être n'importe où, sur la vessie, sur le ligament, où vous voulez. Des fois, malheureusement, ça peut être dans les poumons ou encore ailleurs. Et l'endométriose se développe d'elle-même et échappe au phénomène de régulation qu'aurait le corps. Et la curcumine favorise l'apoptose. L'invasion, la fixation, je vous passe le détail de toutes les molécules qui sont impliquées là-dedans, l'inflammation, et encore autre chose qui n'est pas spécifiée sur ce graphique, enfin sur cette image qui vient d'une étude, la curcumine a un effet anti-œstrogénique et anti-perturbateur endocrinien. Donc très important, ça fait partie dans la micronutrition de ce qu'on peut prendre. Si vous mangez du curcuma, vous allez probablement être mieux au niveau digestif, mais l'assimilation de la curcumine étant tellement faible que vous n'aurez peut-être pas autant de ces actions-là. La N-acétylcystéine, que vous connaissez, alors peut-être pas de nom, mais en tout cas vous avez, je suis quasiment sûr que vous avez tous pris, c'est les fluidifiants bronchiques. Vous savez, l'exomuc, le mucomyste pour la toux grasse. C'est des produits qu'on prend là quand on est encombré au niveau des bronches. Eh bien, cette molécule-là, qui existe en médicament, existe aussi en complément alimentaire, et ça a déjà été testé dans l'endométriose. Pourquoi c'est important? C'est le précurseur de glutathion, encore le glutathion étant un antioxydant que votre corps fabrique, déjà, ok. Et si vous prenez de la NAC, la N-acétylcystéine, ça va booster la production de cet antioxydant dans votre corps. Donc, bien évidemment, ça lutte contre le stress oxydatif. Et il y a plusieurs études qui ont montré que ça faisait régresser les endométriomes, qui sont des kystes ovariens endométriosiques. Ça a déjà été prouvé d'abord sur des rats, des souris, après ça a été testé sur des femmes atteintes d'endométriose. Alors dans ces deux études, ils leur ont donné de la NAC, la N-acétylcystéine, et celles qui n'en prenaient pas, leurs kystes ont augmenté, celles qui en prenaient, leurs kystes ont diminué. Et dans les deux études, il y a eu une amélioration de la fertilité. Alors, la deuxième est un peu controversée parce que la méthodologie n'est pas très bonne, mais en tout cas, dans ces études-là, on a clairement vu que celles qui en prenaient, les kystes ovariens diminuaient. Alors, un intérêt dans le syndrome des ovaires polykystiques, parce que ça a un effet sur la résistance à l'insuline. Ça peut être intéressant parce qu'il y a parfois le SOPK qui est présent avec l'endométriose. Et on en prend en moyenne 600 mg par jour, sachant que dans les études, ils ont employé un protocole très particulier où ils en donnaient beaucoup, 3 jours de suite, et ils n'en donnaient plus la fin de la semaine. Soi-disant pour que le corps, ça pousse plus le corps à fabriquer du glutathion, ensuite ça sature, ils arrêtent d'en donner, ils en remettent la semaine d'après. Par contre, c'est très difficile à tolérer sur le plan digestif de faire comme ça. Ça peut rendre malade, donc moi je ne conseille pas trop ce protocole. Mais voilà, c'est intéressant. Et ça coûte 3 francs 6 sous. C'est vraiment... la N-acétylcystéine, ça coûte rien du tout. Par contre, il y a toujours des adaptations. Si on a une intolérance à l'histamine, ça peut ne pas être toléré. Alors, le probiotique, les probiotiques, vous connaissez probablement, le probiotique, c'est des bactéries amies. C'est ce qu'il y a par exemple dans les yaourts, dans tout ce qui est fermenté, lactofermenté. Alors, un probiotique, c'est une bactérie, ou des bactéries, ou même d'autres micro-organismes qui vont, quand vous les ingérez, vivants, vont coloniser votre intestin et améliorer votre santé. C'est un peu ça la définition. Bon, c'est pas à peu près, on va dire. Et il y a eu quelques études dans le domaine de l'endométriose, animales et puis des études cliniques, sur les probiotiques Lactobacillus gasseri. Il y en a eu plusieurs sortes. Et on a démontré que, sur la souris en tout cas, que ça augmentait l'activité des cellules NK. Donc NK, c'est Natural Killer, c'est les cellules tueuses. C'est dans votre système immunitaire, vous avez un certain type de cellules immunitaires qui sont connues pour, on va dire, tuer les tumeurs.
Et chez les femmes atteintes d'endométriose, ces cellules tueuses de tumeurs, il y en a beaucoup moins. On a remarqué, en tout cas dans une étude animale, qu'en donnant ce probiotique, on augmentait l'activité des cellules NK. Et les cellules NK, par exemple, dans l'endométriose, ce qu'elles pourraient faire, et ce qui fait défaut, c'est qu'elles pourraient aller attaquer ces tissus qui n'ont rien à y faire. Normalement, l'endométriose, si le corps fonctionnait parfaitement, ça ne devrait pas se développer. Alors vous avez peut-être entendu, il y a différentes théories, je ne l'ai pas dit au début, sur comment commence l'endométriose. Il y a la théorie du flux rétrograde, les règles qui remontent, ça passe dans l'équipe péritonéale, ça se diffuse de droite à gauche, et ça fait croître des lésions. Ça, c'est une théorie qui est beaucoup avancée, qui a beaucoup été avancée, qui continue d'être avancée. Et puis d'autres théories, des cellules souches, ou un autre type de tissu, notamment du péritoine qui se modifie. Ça pourrait être des cellules qui n'ont rien, qui ne viennent pas du tout de l'utérus, qui se transforment. Donc il y a plusieurs théories. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que si, d'une manière ou d'une autre, l'endométriose se développe, normalement, le corps a tout pour se défendre. Le système immunitaire qui va attaquer, les globules blancs qui viennent phagocyter, qui viennent manger, qui viennent éliminer, normalement ça ne devrait pas avoir lieu. Normalement, on devrait se défendre. Dans l'endométriose, il y a beaucoup de déséquilibre immunitaire. Vous avez une sous-efficacité de certaines fonctions du système immunitaire, aller notamment attaquer et gober, comme ça, la phagocytose. Et vous avez une suractivité sur certains mécanismes, notamment l'inflammation. Dans le corps, l'inflammation va toujours avec le système immunitaire. L'inflammation, dans le corps, c'est un mécanisme normal qui a pour but d'attaquer un intrus. Une bactérie, un virus, vous avez Covid, vous avez la grippe, vous avez des courbatures dans tout le corps, c'est l'inflammation. Parce que ça a pour rôle d'aller attaquer le virus, en tout cas de mobiliser le système immunitaire pour attaquer le virus. Eh bien, dans l'endométriose, l'immunité est complètement détraquée, l'inflammation elle est augmentée de façon assez importante, et tout ce qui est phénomène d'aller détruire les tissus qui n'ont rien à y faire, et ben ça sous-fonctionne. Le probiotique Lactobacillus gasseri, en tout cas dans une étude animale, a montré cet effet-là. Ensuite, on a montré que dans une étude clinique sur des femmes atteintes d'endométriose, que ça pouvait diminuer les douleurs pendant les règles notamment, ça pouvait améliorer la qualité de vie. Et autre chose intéressante, en bas à droite, ce probiotique-là, dans le syndrome de l'intestin irritable, avec une prédominance de diarrhée, est actif pour diminuer les symptômes dans cet intestin irritable. Pardon. Alors, le PEA, le palmitoyl-éthanolamine, un autre produit de micronutrition très intéressant, que vous retrouvez dans mon petit bouquin, celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une substance que votre corps fabrique naturellement. D'ailleurs, on retrouve dans les plantes, dans les animaux, les humains, qui a pour rôle une action anti-inflammatoire notamment. Quand vos cellules sont abîmées, qu'il y a une inflammation, la cellule relargue cette substance localement pour combattre l'inflammation. Et cette substance existe en complément alimentaire. C'est autorisé en Europe depuis pas mal d'années. Et c'est étudié depuis les années 50. Enfin, ça a été découvert dans les années 50 et beaucoup étudié un petit peu dans les années 60. Après, étudié un peu plus tard dans les années 90. Ça agit par différents mécanismes. Alors, entre autres, via le système endocannabinoïde, exactement comme le CBD. Peut-être que certains parmi vous prennent du CBD, le cannabidiol issu du cannabis, qui, je le rappelle, n'est pas la drogue, c'est simplement la partie non-drogue de la plante, on simplifie. Le PEA, c'est une molécule qui agit dans le corps exactement comme le CBD. D'ailleurs, on dit que le PEA est CBD-like, qui fait comme le CBD, mais c'est plutôt le CBD qui mime le PEA dans le corps. On n'a pas de CBD dans le corps. Par contre, on a du PEA. Et il y a différentes études dans le domaine de l'endométriose qui montrent que ça diminue les douleurs, que ça permet de diminuer la consommation de médicaments, notamment d'anti-inflammatoires. Intérêt, c'est actif pour n'importe quelle douleur. Que ce soit des douleurs classiques, des douleurs très neuropathiques, des douleurs viscérales. Les douleurs neuropathiques, alors pour vous expliquer, dans l'endométriose, vous avez des douleurs qui peuvent être neuropathiques,
C'est-à-dire que l'inflammation locale de l'endométriose va léser les nerfs qui innervent cette région, et vous allez vous retrouver avec des douleurs très 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 fortes, même si après l'inflammation localement elle n'est pas si forte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des cas où on a une inflammation pas trop importante, mais avec des douleurs neuropathiques terribles. Et généralement on vous prescrit du Lyrica, voilà, du gabapentine, prégabaline, etc., voire même des antidépresseurs. Et le PEA a déjà été testé dans pas mal d'études en combinaison avec tous ces médicaments. Donc même si vous les avez, vous pouvez en prendre. Le PEA est très très efficace pour les douleurs à la vessie et aux intestins. J'ai plusieurs filles qui m'ont dit, je prends du PEA, une heure après j'ai plus mal à la vessie. Moi la première fois que j'en ai pris, pour mes douleurs de hanche, j'avais mal au ventre, les douleurs de ventre se sont arrêtées, une heure après j'ai plus mal au ventre. Sur les douleurs, les organes internes, c'est assez efficace. Alors, contrairement aux médicaments, vous savez, je suis sûr que vous avez toutes pris de l'Antadis pour les douleurs de règles, ou du Ponstil, ou du Nurofen, etc. Le Nurofen ou l'Antadis, c'est toxique pour les reins, c'est toxique pour le cœur, ça bousille l'estomac et l'intestin, ça favorise la porosité intestinale. Le PEA, non seulement peut-être, dans 2 études, on a montré que c'était aussi efficace que l'ibuprofène, donc le Nurofen ou l'Advil, mais surtout, ce n'est pas toxique pour ces organes, ça les protège. Ça protège les reins, ça protège les intestins. Alors, si ça vous intéresse, à titre indicatif, j'ai formulé des produits, parce que je suis aussi formulateur pour un laboratoire de compléments alimentaires. J'ai formulé ce produit, EndoCreWay AI. Auparavant, ça s'appelait EndoWay, puis le nom n'était pas autorisé dans tous les pays, donc j'ai dû le changer. Là-dedans, il y a de la curcumine qui est 270 fois plus absorbable, du zinc, de la vitamine E sous forme de tocotriénol, il y a des vitamines B sous forme active, il y a de la N-acétylcystine, de la NAC, bref, il y a plein de choses là-dedans pour l'inflammation, le stress oxydant. Celui-ci un peu plus sur les troubles digestifs, avec le Lactobacillus gasseri dedans. Ça, c'était un produit pour la détox des œstrogènes. Si vous voulez faire une détox axée sur les œstrogènes, et un produit avec du PEA, avec une forme spéciale de PEA qui est plus assimilable. Et ça, vous le retrouvez sur le site Natura Medicatrix. Je fais des formulations de produits pour eux depuis presque 10 ans. Donc même avant de commencer à travailler sur l'endométriose, chez eux, j'avais déjà fait du magnésium, différents produits dans d'autres domaines. Voilà. Si ça vous intéresse, j'ai quelques bouquins, si certaines sont intéressées, ici j'en ai une quinzaine. Et puis vous pouvez retrouver, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur le Facebook. Sur Instagram, je ne mets pas grand-chose pour l'instant, mais j'espère que dans le futur, je vais m'améliorer. Et puis je suis rédacteur pour plusieurs revues, pour plusieurs magazines. Des fois, je publie des articles dans d'autres domaines si ça vous intéresse. Voilà.